Aïe aïe. Bonne Saint-Jean. En ce jour de fête nationale, nous aimerions aborder la triste réalité que les Québécois devront affronter au retour de la longue fin de semaine. Tout d'abord, j'aimerais remercier les entreprises québécoises et les PME créatrices d'emplois qui font rayonner le Québec de toute sa splendeur. En effet, de nouvelles mesures discriminatoires ont été mises en place par Hydro-Québec et qui touchent les secteurs suivants, soit le secteur du AI, blockchain, centre de calcul, possiblement également le 3D printing et voire tout autre secteur émergent qui auront besoin de cette énergie. Tout au long de cette vidéo, nous allons voir les différents enjeux auxquels les entrepreneurs québécois auront à faire face. Saviez-vous que l'ancêtre de cet ordinateur utilisait à lui seul 150 kW, c'est-à-dire l'équivalent d'une ville complète? Aujourd'hui, nous parvenons à augmenter la performance de ces appareils tout en diminuant leur consommation énergétique. Enjeu numéro 1, la parallélisation. Alors, comme on l'a mentionné, l'ancêtre de l'ordinateur a consommé à lui seul 150 kW, ce qui est l'équivalent d'une ville complète à cette époque. Aujourd'hui, on arrive à obtenir beaucoup plus de performance pour beaucoup moins de consommation énergétique, ce qui permet d'ailleurs d'avoir des ordinateurs à la maison. On réussit ces exploits-là grâce à la combinaison de certaines lois. Donc, on parle de la loi de Moore, la loi de Gustafsson et puis la loi de Koomey. Donc, chacune de ces lois-là, dans le fond, là, viennent supporter la thèse qu'on a de plus en plus de transistors dans les puces, ce qui nous permet, dans le fond, d'avoir une meilleure consommation énergétique. Mais chacune des puces consomme moins, ce qui nous permet également d'avoir une meilleure performance là, dans les puces qu'on produit aujourd'hui. Donc, on va aller explorer un peu plus là, ce concept-là avec les graphiques suivants. Donc, voilà. Donc, ces graphiques-ci, on voit là, ici, par exemple, le nombre de transistors sur les processeurs dans les années, jusqu'aux années 2000, dans le fond, donc de 70 jusqu'à 2000. On voit la loi de Gustafsson qui nous montre, dans le fond, là, un petit peu le multicore, donc la logique d'avoir justement la parallélisation et puis les gains de performance qu'on a à utiliser cette technique-là. Puis finalement, on voit ici les computations per kilowatt hours. Donc, on voit là, que le nombre de calculs qu'on est capable de faire par kilowattheure qu'on sacrifie augmente, double à chaque 1,57 années. En d'autres mots, la parallélisation nous permet de mettre en œuvre différentes architectures, comme par exemple les CPU, GPU, FGPA ou ASIC, et puis ça nous permet de traiter toutes ces informations-là en simultané en spécialisant les tâches de chacune de ces puces-là. Ces techniques-là ont pour but de réaliser naturellement le plus grand nombre de calculs en un temps de plus en plus restreint, donc on parle d'augmenter la performance naturellement. Les architectures parallèles sont devenues le paradigme dominant de tous les ordinateurs personnels depuis les années 2000, donc on le voit par exemple avec les ordinateurs, à un certain moment, la fréquence elle a stagné, donc par exemple, on voit souvent du 3.6 GHz, 4 GHz, on stagne pas mal dans ces eaux-là. Et puis, ce qu'on va voir, c'est une augmentation du nombre de cores ou du nombre de threads dans vos processeurs. Donc, par exemple, dual core, quad core, octo-core, i5, i7, i9, etc. Puis, ce qui se passe, dans le fond, comment on obtient plus de performance dans ces générations-là, mais c'est en utilisant justement les techniques de parallélisme. Puis les ordinateurs, comment on réussit à leur donner de plus en plus de performance, ben c'est justement en faisant l'installation de nouvelles puces, comme par exemple les puces ASIC, les puces FGPA, qui vont chacune aller donner des gains de performance dans le fond à votre machine en exécutant des tâches vraiment spécialisées. Puis là, ben, ce qu'on voit, c'est que la naissance du AI, de Bitcoin, du Big Data et des autres technologies émergentes de l'Internet donne un coup d'envoi au centre de calcul spécialisé parce que naturellement, les centres de données traditionnels, si on leur donnait dans le fond cette tâche-là, d'entretenir ces réseaux-là, chose qu'ils faisaient par le passé, mais maintenant comme il y a une spécialisation puis une demande vraiment croissante pour ces technologies-là, ça demande dans le fond une spécialisation vraiment pour ces technologies-là. Donc, par exemple, Bitcoin, il y a le mining. Puis le mining en soi est très énergivore, ça c'est très certain. Mais par exemple, comme les centres de données traditionnels, il y a une certaine croissance dans le fond, dans l'efficacité qu'on est capable d'obtenir en faisant une certaine spécialisation, puis en faisant justement une parallélisation des processus. Donc là, si on commence à attaquer ce secteur-là, en laissant pas justement les gains d'efficience prendre place, ben, ce qui va se passer dans le fond, c'est qu'on va manquer vraiment une grosse opportunité. Puis, ça serait particulièrement triste avec l'opportunité qu'on a ici au Québec, les Québécois, de pouvoir mettre en œuvre justement là, une énergie propre, renouvelable, puis qui est supposée, là, dans le fond, qui est marketée à bon prix. Ce serait très triste qu'on perde cette occasion-là, occasion de se démarquer dans le monde. On devrait, tant qu'à moi, prendre cette occasion d'être un leader mondial dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du Bitcoin, dans le domaine du blockchain, du AI et tout ça. Ce serait vraiment extrêmement triste de manquer cette opportunité-là.
L'enjeu numéro 2, la consommation. Alors, vous le savez, là, je suis un fervent défenseur de ce sujet-là. J'ai souvent intervenu là, dans des dossiers là, que je suis jugé un peu, du moins de désinformation. Le sujet de la consommation énergétique de Bitcoin, c'est souvent là, extrêmement exagéré. Je vais vous montrer là, dans le fond les chiffres que moi j'avais créés en date du 10 juin 2018. On va aller les explorer tout de suite après. Entre-temps, on va juste regarder rapidement là, des petits points là, dans le fond pour peut-être restaurer un petit peu la conceptualisation de vraiment qu'est-ce qui peut se passer avec la consommation énergétique de Bitcoin mondiale. Donc, bon, présentement, les mineurs utilisent actuellement 0,03% de l'énergie consommée dans le monde. Puis ça, je vais vous le montrer dans les chiffres tout de suite après là, que j'ai créé. Donc, ça, c'est en date évidemment du 10 juin 2018. La plupart veulent utiliser l'énergie hydroélectrique, puisqu'elle était habituellement, du moins, bon marché et soutenable à long terme. Donc, les estimations là, de production d'énergie hydroélectrique, là, en passant, c'est environ 1 sou US pour être très franc. Donc, 1,3 sous peut-être là, en dollars canadiens. Donc là, on voit qu'il y a quand même une bonne marge là, de profit ici. Cependant, on le sait aussi qu'Hydro-Québec ont été forcés là, d'acheter des énergies renouvelables là, qui sont peut-être un peu moins rentables, comme par exemple l'énergie éolienne et puis, je pense, le solaire, qui tournent autour là, des 8 sous. Donc, prenant ces facteurs-là en considération, on a vraiment essayé d'observer les surplus qu'Hydro-Québec ont. Donc, dans le fond, ça se traduit en perte présentement parce qu'on dégage aucun revenu de ça. On fait juste déverser cette eau-là sans vendre, dans le fond, cette électricité-là. Donc, présentement, le Québec a des mois et des mois et des mois, dans le fond, de cumuler de pertes des barrages hydroélectriques parce qu'on ne vend pas tous les surplus d'énergie qu'on a. Puis en plus de ça, Hydro-Québec, ils ont même staté que justement les tarifications là, telles qu'elles sont faites, comme le tarif LG, tarif M, etc., ils sont faites ainsi parce que amener l'électricité tout au même endroit, dans le fond, donc la distribution, c'est ça qui coûte vraiment cher, dans le fond, c'est pas la production, c'est la distribution. Puis en distribuant toute cette électricité-là au même endroit, ça coûte vraiment beaucoup moins cher que d'amener l'électricité, évidemment, dans 100 000, par exemple, maisons différentes. Donc, c'est sûr que quand on consomme une aussi grande quantité d'énergie qui est concentrée tout au même endroit, particulièrement quand on est prêt à se mettre tout à côté là, du centre de distribution, on élimine tous les coûts de transport pour le distributeur. Donc, c'est tout à fait normal que ces entreprises-là bénéficient de rabais, là, dans le fond, sur la consommation énergétique, comme elles coûtent beaucoup moins cher à distribuer. Donc, bon, on va regarder également l'énergie abordable. C'est ça, justement, c'est une nécessité pour réussir dans l'industrie minière pour être ultra compétitif. Et puis, c'est une industrie qui est ultra compétitive, donc c'est vraiment très important, si on veut que le Québec puisse se démarquer dans ce domaine-là, d'offrir au moins aux Québécois le tarif qui est, dans le fond, le qu'Hydro-Québec ont mis de l'avant, particulièrement comme que c'est un tarif avec lequel ils ont fait des estimations, des projections, puis ils sont supposés le rentabiliser. Puis particulièrement sachant que, si on a 1500 mégawatts de surplus présentement, on prévoit présentement Hydro-Québec un bloc de 500 mégawatts. Moi, je crois qu'un bloc au moins de 1000 mégawatts, ce serait déjà beaucoup plus raisonnable. Puis ça, dans le fond, la seule manière que ce 1000 mégawatts-là puisse vraiment se remplir, il faut comprendre que c'est par le déménagement d'opérations existantes étrangères. Parce que par ajout sur le réseau, dans les conditions de marché actuelles, en tous les cas, puis dans les conditions de marché que j'estime dans au moins les 12 à 18 prochains mois, c'est certain qu'il n'y a même pas 500 mégawatts en fait qui s'ajoutent sur le réseau. Donc, le risque qu'on a vraiment, là, dans le fond, pour que tous ces mégawatts-là soient utilisés, c'est le déménagement d'opérations étrangères. Donc, ça voudrait dire probablement des opérations qui vivent des situations politiques un petit peu plus difficiles, comme par exemple la Chine, où est-ce que les tarifs peuvent être plus exigeants, donc les tarifs plus forts. Puis là, naturellement, les mineurs vont essayer de trouver de l'énergie abordable, comme on l'a mentionné dans un point précédent. Puis j'aimerais juste amener votre attention ici. Là. Bon, c'est sûr que l'optimisation énergétique elle est fondamentale avec une difficulté qui croît en moyenne dernièrement de 7,80% à chacune des périodes. Mais regardez ça, là, une hypothétique capitalisation boursière de 1000 milliards de dollars pour Bitcoin. Donc, les Bitcoins, la capitalisation boursière complète de Bitcoin, ça vaut 1000 milliards. Là, donc, ça serait une énorme augmentation pour Bitcoin. Ça nécessiterait toujours pas les mineurs à consommer plus de 800 TWh par an. Donc, ça serait environ 0,74% de la consommation mondiale d'énergie. C'est sûr que le Québec à lui seul ne pourra jamais distribuer ce genre d'énergie-là. Par contre, on pourrait avoir une place à jouer dans ça, puis ce serait vraiment intéressant dans un scénario hypothétique comme celui-ci, que le Québec ait justement un rôle à jouer dans cet écosystème-là. À l'écran présentement, vous avez l'index que j'ai créé dans le fond de consommation présente sur le réseau Bitcoin. Donc,
C'est sûr qu'on a quand même une bonne fourchette, là, puis on essaie justement là, d'avoir des chiffres qui s'y reflètent le plus possible la réalité. Donc, ce qu'on sait, c'est que le modèle dominant présentement, qui occupe environ 70% là, potentiellement de la puissance de calcul de Bitcoin, ce serait le Antminer S9. Puis, si on supposait que 100% du réseau était composé, là, dans le fond, de cette machine-là, ben, le réseau consommerait environ 3441 mégawatts là, présentement. En supposant qu'on passerait à l'unité qui consomme le moins, là, dans le fond, qui est donc la meilleure efficience énergétique, mais à ce moment-là, on serait capable de faire passer, toujours en ayant la même difficulté sur le réseau présentement, le réseau à environ 2634 mégawatts. Et puis, ben, on s'attend à ce que le average, donc la moyenne, ben, la vraie moyenne, donc la vraie consommation, selon moi, elle figure entre le dominant et la moyenne. Cependant, on va y aller avec le average comme mesure là, de la consommation du réseau présentement. Ça nous donnerait environ 4381 mégawatts pour un total, dans le fond, de 38,41 TWh par année. Et puis, quand on regarde là, ici, ce qui est très intéressant pour avoir une petite perspective réelle de ce qui se passe ici, c'est que ça utiliserait environ 0,04% de l'énergie qui est consommée et puis 0,19% de l'électricité qui est consommée. Puis là, c'est bien important de remarquer aussi que c'est consommé et non produit. Donc ça veut dire que des places comme par exemple le Québec là, qui ont des surplus présentement puis qui font réellement du gaspillage de ces surplus-là en les laissant s'écouler de nouveau là, dans les bassins sans les utiliser, ben ça, c'est des grosses pertes là, pour nous, pour la société d'État, puis naturellement les Québécois. Puis ben, je pense que c'est sûr qu'en tant que Québécois, c'est tout à fait normal que ça fasse bénéficier des entreprises d'ici, des entreprises québécoises, particulièrement les PME là, qui sont extrêmement créatrices d'emplois, on le sait. Finalement, pour la consommation, on a ici là, au bas, dans le fond, un graphique qui nous montre l'efficacité justement des puces ASIC. Donc, ça a commencé environ en 2014, puis ça va jusqu'en février 2017. On peut ajouter aujourd'hui la puce du Dragon Mint qui, elle, fait 0,075 joules par gigahash, donc une petite amélioration ici d'environ 30%. Donc, pour ce qui en est de la slide, ben, on voit qu'au fur et à mesure que la valeur et l'adoption de Bitcoin augmentent, l'extraction augmente, ça c'est naturel. Donc, la valeur, dans le fond, la valuation de Bitcoin et son adoption sont une force croissante sur la consommation énergétique. Cependant, chose qui est souvent ignorée dans l'industrie, c'est que les mineurs, ben, ils sont limités par les facteurs économiques. Donc, il y a la difficulté qui augmente en réaction à ce phénomène-là. Puis la difficulté, ben, ce qu'elle fait, c'est qu'elle réduit, dans le fond, l'incitatif économique que les mineurs reçoivent. Donc, ça se traduit en beaucoup moins de revenus. Donc, il y a une certaine compétition qui se fait un petit peu comme une pizza, si on veut. Puis les mineurs, ils essayent d'obtenir la plus grosse partie, là, donc une plus grosse slice de pizza, si on veut. Pour faire ça, dans le fond, les mineurs n'ont pas le choix d'être plus efficaces que leurs compétiteurs. Ils n'ont pas le choix, aucun autre choix. Donc, l'efficacité énergétique, c'est pas mal là où ce que ça se joue. Ça va désigner l'état de fonctionnement d'un système pour lequel la consommation d'énergie est minimisée, donc pour un service qui est rendu qui est identique. Donc, par exemple, avec les Dragon Mint, on est capable d'obtenir 14 TH en environ 1300 watts, alors que les Antminer S9, eux, vont le faire pour environ 1500 watts power at the wall. Elle vise aussi à réduire les coûts directs et indirects, écologiques, économiques et sociaux induits par la production, transport et consommation d'énergie. Donc, par exemple, les mineurs, ce qu'ils sont prêts à faire, ben, ils sont prêts à faire du délestage dans l'hiver pour justement les périodes de pointe où est-ce qu'il y a des grosses demandes sur le réseau, par exemple pour alimenter les résidences en chauffage. Comme on l'a mentionné là, dans une slide précédente, ben, l'efficacité énergétique en joules par gigahash des unités de minage, mais elle augmente à chaque 18 à 24 mois. Donc, par exemple, on a eu l'introduction du Dragon Mint qui était du 10 nanomètres. Puis là, on va avoir l'introduction du 7 nanomètres, par exemple, avec le JMO B2. Puis on sait là, que Canon a fait des commandes du genre. Puis très franchement, on peut s'attendre à ce que Bitmain aussi là, finisse par sortir une génération 7 nanomètres qui devrait être plus efficace que le modèle dominant présent et avoir à suivre pour le reste. L'enjeu numéro 3, ben, c'est les projections erronées, là, dans le fond, qu'on retrouve dans le rapport de KPMG. J'avais essayé là, d'en parler un peu plus tôt, là, justement, par voie publique, là, comme par exemple Twitter. Donc, on voit, là, par exemple, on va regarder en août 2017, il y avait une installation de minage de Bitmain, là, justement, je pense qu'ils ont fait une proposition au Québec de créer un grand centre de minage qui veulent venir utiliser notre bloc de 500 mégawatts. Puis, selon les rumeurs entendues, là, ce serait quelque chose comme 300 mégawatts, donc il ne resterait pas grand-chose pour les entrepreneurs québécois.
Donc, on verra là, si le Parti libéral du Québec continue à décider de séduire les Asiatiques là, plutôt que leur propre nation. Cela étant dit, on voit que ce centre-là, qui était positionné en Mongolie, faisait 40 MW de puissance en août 2017 et puis employait à ce moment-là 50 personnes, donc 50 employés. Donc, il s'agit ici d'une énorme disparité avec les chiffres présentés par KPMG qui aurait placé, là, qui aurait situé ce centre de minage-là dans les grands joueurs. Donc, si on regarde selon KPMG, ben, il devrait y avoir 0,7 dans le fond emploi par mégawatt. On voit que réellement, là, ici, il y a au moins 2 points quelques emplois par donc, en fait, excusez-moi, ce serait 1,3 MW. Puis pourquoi je les ai mis en rouge, là, dans le fond, les grands et très grands? Ben, c'est parce que avec la loi actuelle, là, Hydro-Québec sont pas obligés d'accepter des demandes, dans le fond, pour les grands et très grands centres de minage. Donc, le premier arrivé, premier servi, ça s'applique sur les petits et moyens centres de minage selon la définition de KPMG. Et dans le fond, ça veut dire que les demandes, comme par exemple de Bitmain, quand ils nous disent là, ah, ben si on n'avait pas fait notre appel à la régie, ben, on n'aurait pas pu vous protéger des grands joueurs asiatiques. Mais c'est un peu de la foutaise parce que dans le fond, ils sont pas obligés de répondre à ces demandes-là. Les grands et très grands centres de minage là, qualifient pas dans le fond au même critère que nous, les petits et moyens centres de minage. Puis là, par petit, ici, on parle de 3 MW selon le rapport de KPMG. On le sait qu'au Québec, il y a des centaines de beaucoup plus petits centres de minage là, qui sont presque tous sur le tarif M. Donc, on va s'entendre ici, là, c'est sûr que le tarif M est tout à fait tolérable. Mais par exemple, là, justement, là, de faire ces demandes de soumission-là, puis d'appel d'offres-là, c'est extrêmement discriminatoire envers l'industrie. Puis particulièrement, c'est extrêmement lourd sur des petites et moyennes entreprises. Donc, les entrepreneurs québécois, ça va être beaucoup plus dur pour eux de se démarquer puis de réussir justement à prendre une place dans cet écosystème-là. Parce que ça va vraiment faire, ça va faire tout le contraire. Ça va favoriser justement les investissements étrangers. Puis, c'est à se demander, dans le fond, si ce n'est pas les réelles intentions dans le fond, des propositions là, déposées par Hydro-Québec. Donc, vous voyez présentement à l'écran Q2 2016, Q1 2018, Q3 2018. Donc, à ce moment-là, dans le fond, en 2016, il y avait eu l'avènement des puces 16 nanomètres, donc qui s'est popularisé au travers du Antminer S9. Donc, quand on regarde le rapport, dans le fond, de KPMG, bien, évidemment, c'est basé sur ces chiffres-là parce que c'est le mineur dominant, dans le fond. Donc, on parle de, pour les petites opérations, selon KPMG, 3,1 emplois par mégawatt, 1,2 pour les moyens, 0,7 pour les grands et 0,4 pour les très grands. Puis, je le rappelle, dans le fond, les grands et très grands, Hydro-Québec, justement, s'ils ne qualifient pas ces centres-là, justement, pour leurs objectifs de création d'emplois, etc., bien, ils peuvent, justement, refuser ces demandes-là. Puis, ça a une tendance là, à être, justement, des demandes qui sont plutôt étrangères. Donc, ça serait intéressant je pense, dans le fond, qu'Hydro-Québec fasse juste laisser le système qui est en place, qui met, dans le fond, vraiment le Québécois en avantage, puis qui désavantage plutôt les investisseurs étrangers, comme qui peuvent justement refuser ces demandes-là lorsqu'ils sont un peu abusives. Cela étant dit, on peut aller regarder avec le Q1 2018, les puces 10 nanomètres, donc par exemple le Dragon Mint. À ce moment-là, on pourrait s'attendre à environ 4 emplois par mégawatt, toujours selon les chiffres de KPMG. Puis, en se basant toujours sur les chiffres de KPMG, avec l'efficience qu'on va obtenir du 7 nanomètres, on créerait dans un petit centre de minage, dans le fond, 5,2 emplois. Là, moi, dans le fond, en me basant sur l'article de Bitmain, dans le fond, que j'ai mis en source là, juste au bas de la page, ben, je fais une estimation qu'un petit centre de minage, c'est plutôt 5,8 emplois par mégawatt, la réalité. 7,5 avec l'avènement du Dragon Mint, le 10 nanomètres, et puis 9,7 si le centre de minage était complètement converti au 7 nanomètres naturellement. Ensuite de ça, on voit, bien entendu, c'est sûr qu'il va y avoir des gaps selon, dans le fond, les économies d'échelle obtenues par les centres de minage. Donc, un moyen centre de minage qui était plus de 5 mégawatts, si ma mémoire là, est bien exacte, selon le rapport de KPMG. À ce moment-là, on pourrait s'attendre à 3,4 emplois en fin 2018. Mais on va aller à la prochaine slide. Vous allez voir, c'est très, très intéressant ce qui nous attend. Donc, c'est ici que la compétition là, se joue vraiment là, pour la plupart des opérations minières. Donc, naturellement, ça se fait au travers de l'efficience, dans le fond, de tous les fronts, comme par exemple l'efficience en termes de cooling, l'efficience en termes de coûts énergétiques, l'efficience en termes de coûts pour les emplois, etc. Mais là, ce qui est intéressant à regarder aussi, c'est l'efficience énergétique des machines en tant que telles. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement méconnu du domaine, mais il y a une grosse force baissière, dans le fond, sur la consommation énergétique du réseau. Donc, on sait que, dans le fond, la valuation de Bitcoin est une force haussière sur la consommation
du réseau, mais l'innovation, dans le fond, dans l'efficacité énergétique des machines est un facteur qui est baissier sur cette consommation-là. Puis, dans le fond, les premiers à l'adopter ont un énorme avantage sur leur compétition. Donc, selon la loi de Koomey qu'on avait vu dans des slides précédentes, on peut s'attendre à ce que l'énergie par gigahash consommée diminue d'environ la moitié tous les 18 à 24 mois jusqu'en 2048. Cela signifie que d'à partir de l'efficacité actuelle, nous pouvons nous attendre à ce que la meilleure efficacité qu'on soit capable d'obtenir, d'atteindre finalement, ce soit en watts par gigahash, 0,7 fois le chiffre 0, donc on passe là, de 6 décimales vers la droite, 873804 watts par gigahash, donc on aurait environ là, un ratio d'environ 60 fois. Puis ben, en utilisant les mêmes métriques, ça se traduira environ 60 fois plus d'emplois par mégawatt d'ici 2048 en utilisant cette logique-là. C'est sûr que dans le futur, ça ne va pas nécessairement se traduire en cette métrique-là. Donc, il va peut-être y avoir un petit écart qui va se jouer, particulièrement justement avec les économies d'échelle qui vont se jouer, là, puis différentes méthodes qui vont se développer là, dans le temps avec l'automatisation, etc. Donc, ça, c'est sûr qu'on s'attend à ce que ce soit un peu moins là, que 60 fois plus d'emplois. Mais c'est quand même une métrique à prendre en compte quand on veut vraiment se faire une illustration complète du nombre d'emplois par mégawatt que le domaine peut occuper dans le futur. Donc, il ne faut pas juste, dans le fond, se fier au présent puis avoir une vision à court terme. Si on veut regarder cet écosystème-là, je pense que les mineurs, nous, on a une vision à long terme. Ce serait intéressant que les gens avec qui on travaille, avec qui on collabore, puis, dans le fond, qu'on finance, donc on finance les infrastructures d'Hydro-Québec après tout, ce serait intéressant qu'on nous écoute, puis qu'on voit un petit peu là, la perspective que nous, les mineurs, on a, puis la façon qu'on va évoluer dans le fond, là, dans cet univers. Puis, je le répète, là, dans le cas où Bitcoin augmenterait d'1 million de fois sa taille actuelle et sa capitalisation boursière, donc par exemple dans les 30 prochaines années, ben, on pourrait s'attendre à ce que son impact environnemental soit justement toujours insignifiant par rapport au système comparable existant. Comme par exemple ceux que j'avais cités plus tôt, le minage d'or, les systèmes de monnaie traditionnels et puis les systèmes de débit, carte de crédit, etc. Donc Bitcoin remplace un petit peu tout ça en étant une réserve de valeur, donc par exemple avec l'or, en étant une devise avec l'unité de mesure Bitcoin et en étant un système de paiement avec le système de paiement sur chaîne et puis les layers subséquents comme par exemple le Lightning Network. En plus de cela, ben, on sait qu'il va y avoir une certaine, dans le fond, une commodisation du mining. On s'attend à ça à cause qu'on sait que le rapport dans le fond de dollars par gigahash va continuer à réduire de moitié environ à tous les 18 mois. Puis là, ben, ça varie toujours 18-24 mois, jusqu'à au moins 2026 parce que rendu aux 3 nanomètres, dans le fond, on atteint un nouveau défi qui s'appelle, dans le fond, le bruit quantique. Donc, dans le fond, les électrons, quand ils passent dans les puces, ben, dans le fond, on n'est pas capable d'avoir le off state, donc la puce elle reste toujours on même quand on essaie de la tourner à off. Donc présentement, les recherches sont rendues là, les recherches sont rendues sur le 3 nanomètres, puis essayer de réduire jusqu'à peut-être 1 nanomètre. Puis après, ben, après le silicone, ben, on imagine déjà des nouvelles technologies comme par exemple le carbone pour justement créer les puces de demain. Donc sait-on jamais jusqu'où notre efficacité énergétique va pouvoir se rendre. I'm a Bitcoin parent, I'm staring the status quo. Got that crypto going, that foul to flow. In the algorithm, gon' get them until prison. Send us all to prison, and that's a nerdy living.